Bonjour. L'entretien du jour nous emmène aujourd'hui au Bénin où nous recevons le général Fernand Amoussou. Il est l'ancien chef d'état-major général des forces armées béninoises, ancien commandant de la force de l'ONU en Côte d'Ivoire. Nous allons parler avec lui des questions d'insécurité en Afrique. Général Fernand Amoussou, bonjour. Bonjour. Alors, mon général, vous êtes spécialiste des questions de sécurité à l'international et depuis quelque temps, on observe une recrudescence des exactions du groupe terroriste Boko Haram dans la sous-région et on observe également une facilité pour ce groupe d'avoir le dessus sur les armées africaines, notamment l'armée du Nigeria. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette facilité? C'est vrai que l'armée nigériane connaît quelques difficultés dans ses confrontations avec Boko Haram, mais il serait exagéré d'estimer que l'armée nigériane recule devant Boko Haram. Oui, mais aujourd'hui, presque tout le nord-est du Nigeria est occupé par Boko Haram et l'armée nigériane a complètement fui le terrain et a laissé le terrain aux groupes de terrain, aux groupes, disons, les groupes d'autodéfense. Voilà, la problématique de la sécurité en Afrique a beaucoup évolué. Et c'est là aussi la difficulté des armées américaines, africaines. Parce qu'en réalité, la menace a changé de nature. Aujourd'hui, l'ennemi n'est plus une armée étrangère, une armée d'un État. L'ennemi aujourd'hui est insidieux, insaisissable, qui se déplace par petits groupes. Or, la plupart des armées africaines sont encore organisées et formées pour faire face à un ennemi bien déterminé. Et donc, il y a une inadéquation entre l'organisation et la formation des armées africaines par rapport à la réalité de la menace aujourd'hui. C'est ce qui explique en partie les difficultés de l'armée nigériane. Alors vous nous confirmez qu'aujourd'hui les armées sur le continent africain sont des armées archaïques, qui ne sont plus adaptées aux réalités du monde aujourd'hui? Non, il ne s'agit pas d'archaïsme. Il s'agit d'adapter nos armées aux nouveaux enjeux de sécurité. Oui, mais les dirigeants politiques, qu'est-ce qu'ils font dans ces conditions? Est-ce que ces dirigeants sont aveugles? Est-ce qu'ils ne voient pas le monde évoluer? Non, nos dirigeants, je n'ose point dire qu'ils sont aveugles. Mais vous savez, le processus de génération ou de transformation d'une force armée prend du temps. De plus, il me semble que la priorité aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains, c'est la sécurité politique. La sécurité du pouvoir politique. Beaucoup n'a pas été fait pour la sécurité des États. Et donc les armées se tournent plus vers les questions intérieures que de faire face à un ennemi extérieur. Et donc lorsque l'ennemi extérieur apparaît, eh bien, ces armées présentent des insuffisances. On constate donc une déperdition des forces sur le terrain. Alors Boko Haram aujourd'hui a une puissance militaire sur le terrain et a un financement qu'on n'arrive pas à maîtriser, à comprendre. Alors, selon vous, d'où est-ce que Boko Haram tire sa puissance militaire et son financement? Je pense que la première puissance de Boko Haram, comme de ce type d'insurrection, c'est la motivation. Plus la motivation est forte, plus les combattants sont forts. Ils sont motivés par quoi? Et ils sont motivés par, je pense, les objectifs politiques que poursuit Boko Haram. Parce qu'en réalité, la religion sert souvent de paravent, de prétexte pour des objectifs politiques. Mais la puissance de Boko Haram également tire sa source de la crise libyenne. La désintégration de la Libye a libéré dans le Sahel du matériel et des matériels de très très grande importance, très sensible, du matériel lourd. Et en plus, aujourd'hui, les groupes insurrectionnels sont aujourd'hui interconnectés, interliés. Et donc Boko Haram n'est pas très loin de ce qui se passe en Irak, en Syrie ou en Somalie. Et donc il y a une interconnexion et donc du soutien mutuel entre ces mouvements insurrectionnels qui sévissent du Moyen-Orient jusqu'au Sahel. Oui, mais avec le développement des NTIC, des nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est quand même possible de maîtriser ce groupe dans son expansion, dans sa volonté d'expansion. Oui, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Qu'aujourd'hui, l'ennemi est insaisissable, il est insidieux, il est avec vous, il dort avec vous, il est sous votre lit, il est dans votre bureau. C'est cela aujourd'hui la menace. Et c'est ça qui explique la difficulté, l'une des grandes armées du monde, à maîtriser ce type de menace. Et donc cela nécessite surtout de mettre l'accent sur le renseignement. C'est le renseignement qui permet de détecter, d'alerter
et d'intervenir en temps opportun. Oui, mais certaines personnes pensent plutôt qu'il y a des mains étrangères, des mains invisibles derrière Boko Haram. C'est votre avis? Oh, certainement. Il n'y a pas d'insurrection sans main invisible, sans soutien. Oui, mais dans quel intérêt? Quel est l'intérêt de voir le géant ouest-africain dans cette instabilité? Quel est l'intérêt selon vous? Tout dépend des enjeux stratégiques dans le monde. Et donc, tout est possible. Mais ceci étant, la vraie raison de l'instabilité en Afrique réside dans la gouvernance des États africains. Nous allons revenir tout à l'heure à l'instabilité, mais intéressons-nous toujours à Boko Haram. Général, tout récemment, vous aviez sorti un bouquin sur l'insécurité dans la sous-région. Alors, dites-nous, à votre avis, comment est-ce qu'on peut arriver à cerner le problème Boko Haram dans la sous-région? Aujourd'hui, Boko Haram est devenu une menace non plus seulement pour le Nigeria, mais pour le Cameroun, le Mali, le Niger, où tout récemment, le maire de Difa a dit qu'il voit le drapeau de Boko Haram de son territoire. Comment est-ce qu'on peut cerner la menace Boko Haram, à votre avis? La cause première de l'insécurité en Afrique réside dans le sous-développement, dans la pauvreté et dans la gouvernance. Beaucoup de nos populations, surtout dans les périphéries et les minorités, c'est-à-dire les régions loin du pouvoir central, se sentent abandonnées, marginalisées, négligées. Ils n'ont pas accès au développement. Et donc cette marginalisation, ce sentiment de rejet que pourraient ressentir certaines populations est récupéré par des groupes, des groupuscules, des mouvements tels que Boko Haram pour assoiffer leurs ambitions en réalité politiques. Et donc, pour régler durablement la question de l'insécurité en Afrique, c'est de combattre la pauvreté et c'est d'améliorer la gouvernance de nos États pour que chaque citoyen de chaque État se sente membre à part entière de cet État, qui le protège lorsqu'il est en difficulté, le défend lorsqu'il est agressé, lui montre le chemin lorsqu'il se perd, mais aussi plus de solidarité au sein des États et plus de solidarité entre les États. Mais permettez-moi d'ajouter qu'aucun État africain aujourd'hui n'a les capacités militaires, technologiques et économiques pour vaincre à lui seul l'insécurité. L'insécurité de Boko Haram ou bien l'insécurité en général? L'insécurité en général, de Boko Haram d'ailleurs. Oui. Pour preuve, c'est que Boko Haram se déploie sur un certain nombre de pays. Les frontières de sécurité ne correspondent plus aux frontières des États. La menace aujourd'hui n'est plus une menace au sein d'un État. La menace est devenue transfrontalière, transnationale et même transrégionale. Et par conséquent, la réponse ne peut être que transfrontalière, transrégionale. Et donc, si les États africains n'adoptent pas cette approche collective de leur sécurité, eh bien, il sera très très difficile de venir à bout des mouvements comme Boko Haram. Ce n'est que en mettant leurs moyens ensemble, en mutualisant leurs moyens, en élaborant des politiques de sécurité collective, que les États africains pourraient venir à bout des mouvements comme Boko Haram. Oui, mais ce que vous dites est très beau, puisque même des gens qui sont venus après vous, les chefs d'état-major, se sont réunis plusieurs fois, les chefs d'état-major des pays africains, les chefs d'État même des pays africains, ils ont préconisé ces solutions, mais cela n'arrive pas à démarrer. Cela n'arrive pas à être opérationnalisé sur le terrain. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette lourdeur, cette lenteur au niveau des États africains? Il n'y a qu'une seule raison, à mon avis, c'est le manque de volonté politique. Vous voulez dire que les chefs d'État également ne veulent pas voir régler le problème Boko Haram? Il existe des réticences entre la souveraineté nationale et la supranationalité. Beaucoup d'États sont réticents pour déléguer une partie de leur souveraineté en matière de sécurité au profit d'un ensemble collectif supranational. Et c'est là toute la difficulté dans la mise en œuvre des décisions qui sont prises par nos dirigeants. En général, nous allons évoluer dans ce débat, nous allons parler de l'instabilité politique dans les pays africains. Alors, la dernière instabilité en date vient de la Gambie, où nous avons connu une tentative de coup d'État. Mais avant la Gambie, nous avons eu le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, que vous connaissez d'ailleurs. Alors, selon vous, pourquoi est-ce que les pays africains ne peuvent pas être à l'abri de cette instabilité politique? L'instabilité provient du sort qui est fait à chacun.
lorsqu'il y a des citoyens qui ne se sentent plus à l'aise, qui ne se sentent plus membres à part entière de la communauté nationale, ou qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, ressentent du rejet, ces populations peuvent être facilement récupérées. Ces populations peuvent également rentrer dans des mouvements insurrectionnels. Et donc, au-delà des mouvements insurrectionnels, est-ce qu'il n'y a pas de la manipulation politique? Parce qu'aujourd'hui, le jeu se joue entre des oppositions et des mouvements sur le terrain. Ce sont des citoyens d'un même pays. Des fois, on retrouve des mouvanciers qui ont eu à diriger aujourd'hui, qui se soulèvent. Est-ce qu'il n'y a pas de la manipulation de la jeunesse? Non, c'est clair que la jeunesse est instrumentalisée dans la plupart des États africains. Mais ce que je voudrais dire, et ce sur quoi je pense que nous devons insister, c'est la gouvernance de nos États. La clé de la stabilité réside dans la gouvernance, dans la bonne gouvernance. Et c'est quand il y a des insuffisances dans la gouvernance qu'il y a rupture de l'équilibre national et donc l'instabilité. Et si nous voulons vaincre l'instabilité, le premier pas d'être d'améliorer la gouvernance de nos États. C'est là la clé. Général, avant de partir, nous ne saurions donc vous laisser partir sans vous poser cette question que tous les Béninois aujourd'hui se posent. Êtes-vous candidat en 2016? Mon existence a été consacrée et demeure consacrée à mon pays. Je suis rentré dans l'armée à 19 ans. La seule chose que j'ai faite dans ma vie, c'est de servir mon pays, servir mes compatriotes, prendre des risques pour mon pays. Et je continuerai de servir les miens, je continuerai de servir mon pays, je continuerai d'être au service du bien-être et de la sécurité dans mon pays, le Bénin. Donc vous nous confirmez, oui, vous nous confirmez que vous êtes candidat alors? Évidemment que l'action politique ne doit pas être « je veux être ». L'action politique doit être « je veux servir ». Oui. Tout le monde veut servir, mon général. Mais confirmez, est-ce que vous nous confirmez, vous êtes candidat, est-ce que vous avez des intentions d'être président en 2016 au Bénin? Le débat est ouvert et je ne vous cache pas... Répondez-nous par oui ou par non. Je vais vous répondre. Oui. Je vais vous répondre. Vous savez, sur ce terrain-là, il n'est pas approprié de se taper la poitrine. Vous avez peur de déclarer votre candidature? Non, mais pas du tout. Mais alors, pourquoi? Vous êtes un général d'armée. Dites haut et clair que vous êtes candidat pour pouvoir, pour que la scène politique sache que vous êtes aussi partant. La question est simple. Pour continuer de servir mon pays, vous êtes prêt à être candidat? Je ne me déroberai pas. Donc, autrement dit, le général Fernand Moussou est candidat en 2016. Je continuerai de servir mon pays. Merci, mon général. Madame, monsieur, c'était le général Fernand Moussou qui nous entretenait donc sur les questions d'insécurité dans la sous-région, les exactions de Boko Haram. Je rappelle que le général Fernand Moussou a été ancien chef d'état-major des armées au Bénin et ancien commandant de la force onusienne en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Merci.